Amis téléspectateurs de la radio-télévision Mourchid, bonjour. Vous êtes dans votre émission Plume de Pan. Plume de Pan est une émission consacrée à la recherche. Et comme pour répondre à cette pensée selon laquelle, en Afrique, des chercheurs qui cherchent, on en trouve, mais des chercheurs qui trouvent, on en cherche. Aujourd'hui, nous avons l'immense plaisir de recevoir le docteur Habibou Samb, qui va nous faire part de sa recherche. Docteur, bonjour. Bonjour, M. Dien. Bonjour à tout le monde. Je vais commencer par remercier et saluer ma famille, en l'occurrence ma maman, qui est jusqu'à présent sur terre et à qui je souhaite longue vie, à mon père, Papa Ousmane Samb, qui est parti de ce bas monde depuis longtemps, depuis 1999, à qui je souhaite que la terre d'accueil lui soit légère. Mais aussi, je remercie et je salue particulièrement ma femme, donc Madame Fatou Diallo. À ces remerciements, je ne manquerai pas d'y joindre mes amis et souteneurs, mais aussi à mes collègues du lycée de Niakhar. Et au passage, je salue le proviseur, M. Sarr, et le censeur, M. Diop. Mais ces saluements et ces remerciements vont aller particulièrement à l'endroit du docteur M. Gadjo, Oui. donc, qui nous a facilité quand même les tractations pour être aujourd'hui ici au niveau de cette station Mourchid TV. Également, ces remerciements, je vais aussi les dédier à mes collègues avec qui je loge ensemble. Donc, je ne permets pas de citer des noms, mais je dis ça à tout le monde. Effectivement. Mais également aussi à tout le personnel de Mourchid TV. Merci beaucoup. Ici présent, je vais commencer par le directeur de la station, mais aussi au guide spirituel, Seigne Moustapha Sy, à qui nous souhaitons quand même longue vie. Et à travers maintenant les conférences et les débats qu'il anime pendant le mois de Ramadan, ce qu'on appelle maintenant les universités du Ramadan. Donc nous ne ferons quand même que magnifier cela et souhaiter à ces guides qu'ils puissent quand même rester avec nous pendant des décennies. Amin, Inch'Allah. Voilà, je n'allais pas aussi clore cette passe de salutation sans pour autant retourner dans mon log natal qui m'a couvé, donc qui a vu et qui a fait de moi ce que je suis. À commencer maintenant par les villages de Ndorong-Log où je suis né, de Soum, de Mbam, de Tchare, de Mbassis et de Digagé et même de Bambou, un petit hameau qui se trouve derrière. Et pour dire que voilà, donc je remercie au passage les deux maires de la commune de Soum, en l'occurrence M. Babou Diaham, qui a eu à occuper l'office d'IBAC, et aussi le maire M. Ngor John, qui est maintenant au niveau de la commune de Mbam. Je vais aussi profiter de l'occasion pour dédier des salutations à mes collègues enseignants avec qui nous avons vécu ensemble, nous avons quand même traversé pas mal de moments ensemble, donc à travers l'amicale des enseignants pour le développement de Ndorong-Log. Merci beaucoup, M. Samb. Donc, avant d'entamer cette émission-là, nous allons revenir un peu sur qui est M. Samb. Donc, Habibou Samb est né le 4 janvier 1976 à Ndorong-Log. Donc, vous allez comprendre que c'est dans ce village qu'il a fait ses premières humanités, à l'école du Diak Semou Ndiaye. Après l'entrée en 6e, il est au CM Dien Koumba Ndiaye de Foundiougne. Après le BFM, il part à Fatick au lycée Koumba Ndoffène Diouf. À partir de 1997, il a réussi le concours de l'EFI, comprenez par là, École de formation des instituteurs. Ensuite, il va revenir à l'université Cheikh Anta Diop pour obtenir sa maîtrise, mais aussi au-delà de sa maîtrise, il est aujourd'hui docteur. Pour les expériences professionnelles, il faut savoir que M. Samb a eu à vraiment faire beaucoup de choses. Mais aussi pour les informations particulières, il faut savoir qu'il fait partie des gens qui ont l'intention de servir sa communauté et non se servir. Donc aujourd'hui, il est le vice-président de la délégation spéciale de la communauté rurale de Niemantaba, arrondissement de Koungkané, département de Vélingara, Kolda. Voilà, il est aujourd'hui aussi le président fondateur de l'AEDN. Il faut comprendre par l'amicale des enseignants pour le développement de Ndorong. Monsieur Samb,
avez-vous quelque chose à ajouter pour cette présentation? Voilà, merci beaucoup, M. Dien. Dans la précision ou bien la clarification de certains points, pour le poste de vice-président de la communauté rurale de Némataba, ça c'était avec l'amendement Moussassi, donc les années 2001-2002. Donc j'étais là-bas enseignant à l'école élémentaire et peut-être par les prouesses et le sérieux dans le travail, j'ai été quand même désigné comme membre de cette délégation spéciale vice-président auprès donc de l'ICP, l'infirmier chef de poste de Némataba, durant cette année. Il y a aussi lieu de préciser que donc, au niveau de mon cursus, c'est en 1997 que j'ai eu le bac scientifique, qu'on appelle maintenant le bac D autant. Et après donc un mois à l'université, au département SN autant, j'ai réussi à l'EFI, je suis parti subir la formation à l'EFI, École William Ponty de Kolda. Un an après, donc, je suis reversé dans le système comme instituteur adjoint et j'ai pu au moins essayer de parcourir donc, ce chemin jusqu'en 2005, où j'ai réussi, 2004 où j'ai réussi au CAP. J'avais la possibilité d'aller être comme directeur d'école, mais je m'étais dit que non, il faudrait encore continuer parce que toujours on a la possibilité de continuer. C'est comme ça que je suis revenu à l'université en 2007, 10 ans après. Je suis revenu à l'université pour non plus être un scientifique, mais quand même arborer la robe du littéraire. Masha'Allah. Voilà, donc c'est de là que j'ai commencé les cours, étant à Diofior comme instituteur à l'école Coly Senghor. Donc je venais régulièrement à l'université pour faire les cours, photocopier. Donc commencer au niveau du rez-de-chaussée, au DIEL 1. Et jusqu'en 2014, j'ai obtenu le master avec la mention qui me permettrait de s'inscrire en thèse de doctorat et que j'ai soutenu en 2020, comme vous l'avez dit. Masha'Allah. Et après maintenant, voilà, j'ai demandé à être muté au lycée de Niakhar comme chargé de cours, donc instituteur chargé de cours, où je suis jusqu'à présent, et jusqu'au moment où je vous parle. Donc, c'est quelques précisions que je devais apporter à votre présentation. Merci beaucoup, Monsieur Samb. Donc, vous comprenez par là que vraiment, c'est un docteur qui a vraiment une abnégation. Merci beaucoup, docteur. Maintenant, ma première question est la suivante. Pourquoi vous avez muté de la science à la littérature? Et d'ailleurs, c'est ça qui est l'objet de notre rencontre aujourd'hui, parce que vous avez produit un document. Effectivement, M. Dien, la mutation est due d'abord à l'intention, la volonté, parce que dans la vie, avec les grâces que Dieu a données à l'individu, il peut naturellement devenir tout ce qu'il veut, entre guillemets, s'il se donne. Oui. Donc, mais autre chose aussi, il y a une autre dimension, c'est-à-dire la réalité de la rigueur scientifique. Avec les cours à distance, je ne pouvais pas quand même se permettre de continuer avec la science, venir poursuivre le TD, être toujours présent avec tout ce que cela donc, exige pour pouvoir continuer. C'est ce qui m'a poussé quand même. Avec la littérature, c'était possible, parce qu'avec l'ancien système, où on avait la possibilité de venir photocopier les cours, aller avec le programme et attendre la fin de l'année au mois de juin pour venir faire les examens. Donc c'est dans cette situation et dans cette réalité qui m'a poussé à au moins quitter les sciences pour aller maintenant devenir un littéraire. Voilà. Pour le projet que vous nous présentez aujourd'hui, c'est-à-dire le thème d'écriture, intitulé ainsi « Pour une école nouvelle et citoyenne, 2 points, l'exemple des armées ». Pourquoi le choix de ce titre-là? Voilà, le choix du titre de M. Dien est adossé à plusieurs raisons. Voilà, pour une école nouvelle et citoyenne, déjà le titre est parlant et accrocheur. Une école nouvelle et citoyenne, naturellement, nous avons une école. Mais quand on dit pour une école nouvelle et citoyenne, c'est une autre dynamique, c'est une autre façon de faire, c'est une autre, en tout cas approche qui m'a plus ou moins piqué. Et donc, cette approche est tout simplement l'entrée par la discipline. Donc, il y a eu plusieurs entrées, entrée par les contenus, entrée par les objectifs, et actuellement, nous sommes dans l'approche curriculaire. Mais moi, je me suis dit que l'entrée par la discipline aussi pouvait au moins faire quelque chose et apporter sa propre contribution et sa contribution quand même de taille au niveau du système. Et donc, l'armée donne l'exemple. On ne peut pas parler de discipline sans pour autant essayer peut-être, comme je l'ai dit, de ne pas se référer à l'uniforme. D'ailleurs, qui dans même son comportement et dans son accoutrement incarnerait ou bien incarne même ce qu'on appelle la discipline. Donc dans le comportement du militaire, dans le comportement de l'homme de tenue, nous voyons que ce qui est plus ou moins en tout cas attractif et attrayant et séduisant, c'est son comportement dans sa façon de faire, dans sa façon de dire, ses rapports avec donc, tout ce qui est la société, ses rapports avec lui-même, avec les autres, mais aussi avec tout ce qui est les différents compartiments ou bien les différentes sections de ce pays-là. Donc on verra dans le fil du débat pourquoi maintenant donc, j'ai choisi cette armée et donc c'est dû à cela. Donc c'est une entrée par la discipline
Et cette discipline-là, c'est tout simplement, nous allons essayer de tendre la perche à l'expertise militaire pour finalement faire de nos citoyens ce projet-là que j'ai appelé maintenant le nouveau type d'élèves et étudiants disciplinés, donc qui pourraient après procéder à ce qu'on va appeler le NTS, le nouveau type de Sénégalais. Voilà, M. Dieng, ce que j'avais. Donc, cher docteur, êtes-vous en train de dire que le mal existe dans le système éducatif comme universitaire sénégalais? Effectivement, le mal, je ne dis plus qu'il existe, mais le mal agresse. Il est là. Je pense que quand on parle d'indiscipline, ça, c'est une lapalissade, présentement. Au Sénégal, l'indiscipline a un niveau tel que tout le monde est inquiet. Tout le monde est préoccupé. C'est un débat qui est maintenant dans le quotidien de tous les Sénégalais, dans toutes les sensibilités et dans tous les comportements de la société. Donc, ce qui fait que actuellement, le mal gangrène, le mal inquiète et le mal est devenu à la limite même urgent. Et il faudrait quand même, comme je l'ai dit, Dieu ne descendra jamais sur terre pour nous régler le pays, encore moins nos familles. C'est nous-mêmes, en tant qu'êtres croyants, êtres pensants, qui doivent avoir des convictions en nous-mêmes et aller vers quand même, avec beaucoup de courage et quand même de sérieux pour pouvoir faire face à cette situation-là, qui ne fait que perdurer, mais aussi qui ne fait quand même que causer beaucoup plus de mal. Voilà, donc c'est évident, Dieu ne va pas descendre, il va nous laisser nous-mêmes le choix de choisir et de vraiment apporter une solution idoine pour extirper ce mal-là du système éducatif sénégalais. Maintenant, donc, est-ce que, selon vous, le système ou bien les gouvernants ou bien les responsables sont tentés par une réponse? Est-ce que vous voyez qu'il y a une réponse? Ou bien vraiment c'est laisser aller? Ou bien vous voyez que les réformes curriculaires vraiment initiées par le gouvernement tendent vers cette solution-là? Est-ce qu'il y a une solution? Voilà, je pense que l'intention, est, avec la ferme conviction que j'ai de tout projet éducatif, va dans le sens d'apporter des solutions aux problèmes que rencontre sa société. Donc on ne pourrait pas se permettre de dire que l'État n'a pas fait des efforts, ou bien l'État n'est pas plus ou moins, en tout cas, préoccupé par le phénomène. Bon, mais naturellement, il faut reconnaître que ce qui a été proposé, ou bien ce qui est en train d'être fait, jusqu'à présent, n'est pas tout à fait efficient. Et c'est dans ce sens que je me dis que toutes les réformes qui ont été faites ont quand même mis le focus sur donc, les contenus, sur maintenant les édifices, peut-être pratiquement, peut-être même sur les interventions, pour l'appeler comme ça, l'enseignant, ou on l'a vu tout à l'heure, ou bien quelques années passées, ou bien quelques mois, il y a eu peut-être, voilà, donc, en tout cas, une bataille ardue syndicale qui a fait que l'État quand même a fait un effort sur le plan de la prise de masse salariale. Tout ça, c'est des choses qui sont capitalisées et qui sont quand même à tenir en compte. Mais moi, ce que j'ai dit tout à l'heure, et ce que j'ai constaté, que l'aspect sur le plan de la gestion de l'individu, de ses apprenants et de ses enseignants sur le plan disciplinaire, est jusqu'à présent un terrain en friche. Donc, il n'y a pas de réforme profonde qui aille dans le sens de ce qu'on appelle maintenant l'instruction civique, qui va enseigner aux Sénégalais le patriotisme, qui va enseigner aux Sénégalais la pratique de leur religion, parce que c'est une dimension fondamentale qui fait l'homme, sur lequel tout ce que l'homme doit faire, tout ce que l'homme fait, donc, est accroché à sa foi. Et je me suis dit qu'il y a des réformes, on ne parle de l'enseignement religieux. À mon niveau, moi je parlais de l'éducation religieuse. Donc, ce qui fait que l'État, s'il a fait des efforts, jusqu'à présent, c'est des efforts qui ne vont pas dans le sens quand même de contrecarrer ou bien en tout cas de circonscrire ce phénomène-là qui est là. Donc, s'il a fait des efforts et jusqu'à présent, on n'a pas encore les résultats escomptés, c'est qu'il y a lieu de revoir ces efforts-là qu'il a fournis. Est-ce qu'il n'y a pas des manquements ou bien est-ce qu'il n'y a pas peut-être des aspects qu'on a laissés en rade ou bien il n'y a pas de rigueur dans ces réformes-là. Et c'est dans ce sens que j'ai dit que oui, l'État a fait, mais ça reste encore des chemins à parcourir. Merci. Je pense que la prise de conscience, elle est là. D'ailleurs, l'État est conscient de cela, parce que pour le thème cette année du concours général, c'était pour un système éducatif ancré dans ses valeurs et ouvert aux compétences du XXIe siècle. Quelle réforme curriculaire? Donc, docteur, si vous deviez vraiment parler à l'État, c'est-à-dire proposer une chose concrètement, pour que vraiment la prise en charge de l'homme, c'est-à-dire pas de texte ou autre, mais l'homme en tant que tel, qu'est-ce que vous allez proposer? Voilà, donc c'est une question qui me plaît, M. Dieng, parce que c'est la centralité même du projet. Je me suis dit à l'image du paysan, donc quel que soit l'ardeur de son cheval, quelle que soit maintenant la qualité de ses semences, quel que soit maintenant peut-être le niveau de l'humidité du champ, ou bien en tout cas de la pluviométrie, si le champ qui doit recevoir les semences n'est pas apprêté, ça veut dire que le paysan là risque d'avoir maintenant une mauvaise récolte. Si à peine il peut en avoir. Que je veux dire par là? Que tout ce qu'on est en train de faire, si l'homme en tant que tel, qui doit en fin de compte porter
ce fardeau de ce développement, ce fardeau de ce prototype sénégalais n'est pas préparé sur le plan de sa discipline, je me dis que les résultats seront toujours à côté de nos attentes. Donc l'éducation, elle est fondamentale. L'éducation, elle est le socle à tout et pour tout. Si nous voulons avoir une école sincèrement compétitive, il faut que l'aspect disciplinaire puisse être pris en compte. Et c'est ça ce qui nous manque. Qu'est-ce qui se passe? Quand vous allez maintenant à l'école élémentaire, où j'ai fait quand même presque 12 ans ou 16 ans de service, vous voyez que on a quitté l'éducation civique, l'éducation morale, la formation des bonnes habitudes pour parler maintenant de vivre ensemble, vivre dans son milieu, qui sincèrement font servir aux gosses des contenus qui, à la limite, ne sont pas tout à fait traduits dans le quotidien des enfants. Vous quittez l'élémentaire, vous venez au CM, au lycée, à l'université, pratiquement ces disciplines s'en vont. Donc à la limite, où est pratiquement cet enseignement qui pourrait faire de l'enfant des individus bien prêts et qui serait maintenant, en fin de compte, en phase de pouvoir recevoir donc les enseignements apprentissages, comme je l'ai dit. Parce que pour avoir une bonne école, il faut avoir un bon sol. Et le bon sol, par approche métaphorique, c'est l'individu qui est préparé, qui est en tout cas moulé dans des valeurs. Et comme on l'a dit, la personne, pour qu'elle puisse recevoir un savoir, il faut qu'il doit être d'abord poli, éduqué, préparé pour pouvoir recevoir ce qu'il doit recevoir. Parce que l'individu, c'est d'abord ses valeurs. Donc, quelles que soient les compétences qu'on aura demain, quand on n'a pas des professionnels qui sont valeureux, qui sont vertueux, à la limite, vous dites que, ma foi, nous allons toujours tourner en rond. On verra des intellectuels, les têtes pleines, mais le savoir-être, le savoir-faire va toujours maintenant rester derrière ce que nous sommes en train de vivre présentement dans ce pays-là. Nous avons des intellectuels, les gens ont appris, les gens ont les têtes pleines. Mais malheureusement, comme le disait Rabelais, nous avons des têtes pleines. Mais nous, le problème, c'est que quand les intellectuels, parfois, beaucoup parmi nous agissent, ou bien en tout cas actent quelque chose, ma foi, il y a toujours maintenant un manque de satisfaction. Pourquoi? C'est parce que le côté valeureux, le côté valeur, comme j'ai dit, le côté éducatif n'est pas jusqu'à présent pris avec beaucoup de sérieux. On doit, comme je le disais à l'État, si je devais aujourd'hui faire face donc, aux décideurs, je devais leur dire que maintenant, il faut essayer de s'arrêter. Faire face au prototype sénégalais que nous avons présentement. Qu'est-ce qui lui manque? Je considère les écoles, je considère les universités, il y a des CM de proximité, des lycées de proximité, je recrute des enseignants. Mais le produit de mon élève devient de plus en plus critique. Effectivement. Donc il y a problème. Absolument. Ce problème-là, c'est quoi? C'est l'élève qui a des problèmes ou bien ce sont les contenus qui ont des problèmes. À la limite de part et d'autre, peut-être il y a eu des problèmes, bon, on va revenir là-dessus, la réforme des programmes, mais la personne qui reçoit les enseignements apprentissages doit être revue sur le plan maintenant de son comportement. Mais aussi, d'autre part, celui qui enseigne aussi. Effectivement. Parce que c'est un travail, c'est une dialectique. Hein? Voilà, c'est une dialectique. Voilà le mot, c'est une dialectique qui fait que l'éducateur et l'éduqué doivent avoir les mêmes niveaux d'appréhension des choses pour pouvoir avoir un produit à la limite qui pourrait satisfaire. Absolument. Donc ça renvoie un peu à cette conception de Serigne Cheikh Ahmed Tidiane Sy. Je la rappelle, il disait toujours, la jeunesse est particulièrement importante parce qu'elle est l'argile malléable qu'on doit façonner pour produire l'homme de demain, débarrassé de toutes les tares du passé. Donc, à vous entendre parler, il faut mettre l'accent sur l'homme. Donc, selon vous, j'ai lu votre œuvre. Vous avez débuté par cette pensée de Platon. Pourquoi vous avez fait appel à Platon? Voilà, j'ai fait appel à Platon, M. Dien, parce que Platon, d'abord, c'est une sommité. Platon, la citation, elle date maintenant du IVe siècle. Si on pouvait même rappeler la citation pour permettre aux auditeurs de pouvoir lire ça, si vous me le permettez. Bien sûr. Donc je pouvais lire la citation et permettre aux auditeurs d'écouter la citation et voir ce que Platon avait dit au IVe siècle avant Jésus-Christ, avant que nous tous soyons sur terre, et qui est devenu maintenant une réalité quotidienne. Lorsque les parents s'habituent à laisser faire leurs enfants, lorsque les fils ne tiennent plus compte de leurs paroles, lorsque les maîtres tremblent devant leurs élèves et préfèrent les flatter, lorsque finalement les jeunes méprisent les lois parce qu'ils ne reconnaissent plus au-dessus d'eux l'autorité de rien et de personne, alors c'est là en toute beauté et en toute jeunesse le début de la tyrannie. Ça, c'est Platon l'a dit au IVe siècle avant Jésus-Christ. Et si nous essayons de transférer cette pensée platonicienne présentement, nous verrons que c'est comme si Dieu l'avait plus ou moins confié cette flamme de vérité pour nous dire que des années-lumière après, les peuples vont vivre cela. C'est ce que nous vivons.
d'abord par la légitimité intellectuelle de cet auteur, mais aussi par la clairvoyance de la pensée de Platon, mais aussi l'actualité de cette pensée-là. C'est ce qui m'a poussé d'inaugurer, de commencer mon travail par la citation de cette sommité intellectuelle. Donc, à partir de la citation, nous voyons que les responsabilités sont partagées. Il a parlé de parents, il a parlé d'élèves, il a parlé d'enseignants. Selon vous, actuellement, si on devait actualiser cette pensée-là, quel conseil aurez-vous donné, 1, aux parents, 2, aux enseignants, 3, aux élèves? Voilà. Donc, vous allez même dire, moi, je vais essayer même d'articuler ça ou bien de circuler ça maintenant. 1, les parents, 2, les enseignants, peut-être 3, l'État. L'État, oui. Et peut-être 4, à la limite, 4, les élèves. Voilà, donc, pour vous dire que nous sommes déjà dans l'accès 2 de la problématique, et qui d'abord avait pris la peine de faire d'abord l'état des lieux, comme je l'ai dit, parce qu'un projet, on ne peut pas se permettre, avant de conseiller quoi que ce soit, il faudra d'abord essayer de convaincre les gens sur les faits qui sont là. Donc l'indiscipline, comme je l'ai dit, je l'ai abordé d'abord par l'état des lieux, au niveau maintenant du milieu scolaire, du milieu professionnel, ces différentes formes. Après les différentes formes que j'ai analysées et que j'ai plus ou moins diagnostiquées, je suis allé vers ce qu'on a appelé les causes. Et c'est à partir des causes qu'on va revenir pour avoir les conseils à donner aux parents. Et donc, par rapport à cela, les causes, comme je l'ai dit, il y a une part, les causes, les responsabilités sont partagées au niveau de ces causes-là. Il y a une responsabilité qui incombe la responsabilité parentale. Il y a des responsabilités, ou bien en tout cas des trucs comme maintenant les enseignants et l'État. Et d'une part, peut-être les élèves. Pour les parents, comme je l'ai dit, les conseils que je leur ai donnés, et peut-être la sonnette d'alarme que je vais essayer de mettre en alerte, c'est que nos enfants sont devenus, vous m'excusez du terme, sont devenus de plus en plus indisciplinés. Malgré le luxe social qu'ils ont autour d'eux. Les enfants actuellement, ils s'habillent bien, ils mangent à leur faim, ils ont maintenant en tout cas un environnement social qui leur permet sincèrement d'être mieux éduqués ou bien en tout cas être beaucoup plus polis. Mais c'est le contraire. Donc je vais dire aux parents qu'il y a quand même leur responsabilité en train d'être plus ou moins délaissés, que les parents n'ont qu'à reprendre leur courage en main et les responsabilités et revenir sur cette première mission qui leur revient, à savoir l'éducation de base au niveau des enfants. Pour les enseignants, comme je l'ai dit, les enseignants, si on va leur donner des conseils, c'est peut-être des conseils qui vont être acceptés, accompagnés de mesures donc, qui sont en rapport avec la déontologie, avec la conscience professionnelle, pour dire que l'enseignant, partout où vous êtes dans ce coin du Sénégal, je vous dis que le travail là, vous ne le faites pas pour l'État, vous ne le faites pas pour les enfants, mais vous le faites pour vous-même. Quand vous prenez la tâche, vous prenez l'engagement d'éduquer correctement et de le faire avec conviction, ça c'est un sacerdoce divin. Quand l'enfant réussit demain, pour la société, vous aurez deux rétributions. Les parents de l'enfant vont vous remercier, mais Dieu va toujours vous remercier. Faisons cette tâche. Donc, un sacerdoce divin. Donc, chaque matin, quand nous sommes devant nos apprenants, on se dit qu'ils attendent de moi ce que je voudrais qu'ils soient demain. Et quand nous sommes dans cette dynamique, je pense qu'on pourra quand même faire correctement le travail. Le conseil que je vais donner à l'État, présentement par rapport à l'état d'avancement de la discussion, ou bien peut-être de l'entretien, l'État n'a qu'à revenir sur lui-même, je le dis ainsi, par rapport maintenant à la gestion. Parce que tout cela, c'est un système qui est organisé et qui est géré par des lois, par des règlements. Mais ma foi, on voit que parfois la gestion et l'application rigoureuse de ces lois laissent à désirer. Donc, il doit revoir comment, qui recruter, mais aussi qui confier la responsabilité de ces milieux scolaires. Donc, les directeurs d'école, les censeurs, les proviseurs, les éducations dans le préscolaire. Donc, les responsabilités-là ne doivent plus maintenant, en tout cas, être axées ou bien articulées ou bien, en tout cas, indexées à l'âge ou bien à certaines. On doit essayer de choisir par compétition les hommes qu'il faut par rapport à leur éthique, par rapport à leur moralité, leur morbidité, à la place qu'il faut. Parce que quand les institutions, on les confie à des responsables qui sont responsables, je pense que la situation pourrait au moins apporter une solution heureuse. Mais nous verrons après, dans le fil du temps, qu'est-ce que je proposerai pour que toutes ces entités-là puissent se retrouver autour de la table et trouver quand même une solution qui permettrait à tout un chacun d'être conscient et d'être maintenant au chevet ou bien au qui-vive, sincèrement, de ses responsabilités. Voilà. Merci beaucoup, docteur. Donc, les responsabilités sont partagées. D'abord, au plus haut niveau, l'État. Ensuite, les parents, les enseignants et les élèves. Maintenant, si on doit revenir un peu sur ce que vous aviez dit tout à l'heure, en parlant de... Au Sénégal, on a vraiment des gens, des érudits, des gens qui savent. Mais ça me rappelle un peu cette pensée de Georges Elgozi selon laquelle culture n'est pas érudition.
Et d'ailleurs, c'était depuis le XVIe siècle, on va voir que Montaigne disait plutôt la tête bien faite que bien pleine. Donc, est-ce que ceci n'est pas aujourd'hui actuel pour le système éducatif sénégalais? On a beaucoup de docteurs, on a beaucoup d'enseignants, on a beaucoup de professeurs, mais le mal est là jusqu'à présent. Le mal persiste. Le mal persiste. Donc, si on se pose cette question, qu'on a la matière, mais jusqu'à présent, on ne parvient pas à, en tout cas, encercler ou bien circonscrire ou bien quand même convaincre le mal. Le mal. Donc, il y a un problème stratégique. Oui, voilà. Ça, il faut le reconnaître. Effectivement. Donc, quand on a la matière et qu'on ne parvient pas à avoir les résultats escomptés, c'est qu'il faut revoir quelle est la stratégie, quelles sont les méthodes qui sont mises en œuvre pour pouvoir quand même curer le mal. Oui. Et là, maintenant, ces méthodes-là, c'est ce que le projet a proposé. Bien sûr. Donc, nous allons rentrer maintenant de plein pied dans le projet. Effectivement. Donc, docteur, qu'est-ce qui, selon, parce que vous avez parlé d'indiscipline, voilà un terme générique, un terme vraiment qui englobe beaucoup de chances, significations, polysémique. Donc, selon vous, cette indiscipline-là, comment elle se manifeste? Voilà. Donc, M. Dien, par rapport à l'indiscipline, je l'ai articulé à travers ces manifestations sur 3 à 4 aspects. Il y a les manifestations physiques. Ces manifestations physiques, nous pouvons, les manifestations physiques, les manifestations verbales, les manifestations professionnelles et les manifestations maintenant civiques. Donc les manifestations physiques, comme je l'ai dit, ça maintenant, ce n'est plus un secret de polichinelle. Au Sénégal, nous avons vu que partout, c'est la violence physique. Les élèves et les enseignants, ou bien maintenant les élèves entre eux, ou bien même les enseignants entre eux, parfois il y a des moments où il y a des affrontements physiques. Des élèves qui affrontent des professeurs qui affrontent des élèves, et pas plus que moins d'une semaine. Vous avez vu ce qui s'est passé dans certains lycées de la place, pour ne pas les citer. Donc des élèves qui se permettent, pour une grève qui est illégale, parce que légitime ne veut pas dire légal, donc qui se permettent quand même de semer la pagaille. Ça, tout le monde, le Sénégal l'a vu. Dans le document, j'ai cité pas mal d'exemples qui font que c'est des affrontements physiques. Je vous donne une anecdote par rapport à cela. Donc, dans la mêlée ou bien le catalogue des exemples que j'ai cités dans l'ouvrage, il y a dans un lycée des professeurs qui ont organisé maintenant une journée maintenant de ce qu'on appelle maintenant les IASU. Et vous voyez maintenant un élève qui se permet, après être sanctionné par l'arbitre, qui se permet de dégager le ballon hors de l'aire de jeu. Donc, pour le sanctionner, on l'a demandé d'aller récupérer le ballon. Cet élève a injurié le professeur. C'est grave. Cet élève a injurié le professeur. Dans un autre CM de la place, voilà un élève indiscipliné que le conseil de classe, le conseil des professeurs avait proposé de ne pas l'orienter en seconde une fois qu'il réussit au DFM. Cet élève, une fois réussi au premier tour, il va au lycée, il n'a pas trouvé son nom, il vient à l'école pour menacer l'administration. Et cette menace, elle n'a pas tout simplement été verbale, mais cet élève a osé croiser le principal sur le chemin du retour pour pouvoir maintenant l'assommer. Ça, c'est des cas qui sont là. Un autre cas aussi que je pouvais dire, un élève qui demandait tout simplement à des élèves de déguerpir parce qu'on le gênait auprès de sa classe. Finalement, d'une classe, la situation a plus ou moins, en tout cas, pris une ampleur qui a finalement fait vaquer les coups. Parce que les élèves, à un certain moment, ils se sont sentis un peu froissés dans les propos pour aller directement donc, essayer de tabasser le professeur. Donc c'est pour vous dire qu'il y a beaucoup d'exemples dans le document qui montrent qu'il y a des affrontements physiques. Les grèves que vous voyez, à n'en plus finir, où les enfants sont en train de caillasser des biens publics, les enfants sont en train de brûler. Et il y a même dans le document un CM qui maintenant, dans la furie des élèves, ont allé jusqu'à être tentés pour brûler le drapeau national. Pour dire que ça, c'est l'extrême. Ça, c'est extrême. Ça, c'est l'extrême. Vous avez vu aussi ce qui s'est passé maintenant, les vacances passées, où des élèves brûlent des salles de classe, des élèves maintenant qui tabassent des professeurs. Ça, c'est des formes physiques. Les formes verbales. Mais, M. Dien, vous avez vu que notre milieu scolaire a envoyé maintenant de propos injurieux. Injurieux, bien sûr. Combien de fois des élèves stigmatisent des professeurs avec des propos sincèrement discourtois. Donc le langage des élèves, c'est un langage blessant. Parfois le langage aussi des professeurs. Donc vous ne connaissez rien, vous n'êtes que des cons. Tout ça, c'est des propos qui sont froissants à la limite. Donc, pour ne pas trop s'enliser maintenant sur les causes, les formes verbales, les formes professionnelles. Monsieur Dien, vous savez que la tricherie, oui, ça c'est vrai. C'est un mal. C'est un mal maintenant. C'est un mal. Et qui a traversé toute la société. La tricherie, c'est un pain quotidien dans nos classes. Ça c'est sûr. Il y a même des élèves qui en ont fait maintenant un droit.
Pendant les examens, ils sont prêts à tout. Vous avez vu ce qui s'est passé il y a de cela 2 ans. Donc quand un élève va jusqu'à se déguiser en femme pour pouvoir maintenant faire l'examen à la place d'une autre personne, ça c'est l'extrême. Ça c'est l'extrême, M. Dieng. Les formes civiques et morales. Voyez comment on gère nos biens publics. Absence de civisme, zéro. Les élèves, pour tout simplement avec des lavages des mains au retour des cours de PS, c'est combien de litres d'eau qui sont gaspillés au niveau des bornes de fontaine? Oui, ça c'est vrai. Combien maintenant? Comment les élèves utilisent nos toilettes? Oui, le bordel. C'est le bordel. Donc pour vous dire qu'il y a une litanie de formes de manifestations, d'indiscipline. Effectivement. Mais monsieur le docteur, est-ce que l'école n'est pas la société en miniature? Effectivement. Parce que ces élèves-là ne sont pas venus comme ça, hein. Ils viennent des maisons, ils viennent des quartiers, ils viennent des villes. Donc est-ce que l'école n'est pas en quelque sorte le reflet de la société sénégalaise d'aujourd'hui? C'est vrai, M. Dieng. L'école et la société, c'est des sœurs jumelles. Quand je peux l'appeler comme ça. Ou bien c'est des vases communicants. Si on peut l'appeler comme ça. Bien sûr. Parce que les parents ne font plus le travail initial, l'éducation de base qui incombe les parents n'est plus fait de manière rigoureuse. Ce qui fait que l'école reçoit des enfants entre guillemets bruts, qui n'ont aucune notion de base, qui n'ont plus maintenant pratiquement certaines, en tout cas, réactions plus ou moins sauvages qui devraient être redressées. Donc les enfants viennent à l'école. Si vous voyez comment l'enfant regarde l'école, à partir de 2 ans, c'est la crèche, c'est le préscolaire. Voilà, c'est comme si le parent fuit l'enfant. L'enfant revient, si ce n'est pas là-bas, c'est le dara. Il quitte à 6 ans ou bien à 5 ans, c'est l'école élémentaire. À l'école élémentaire, on confie l'enfant à un enseignant qui n'a pas le droit sur certaines choses par rapport à l'enfant. Parce que vous savez que les droits de l'enfant sont là. Il y a certaines choses que l'enseignant ne peut plus faire. Donc, un préalable qui n'a pas été installé, si l'enfant vient à l'école élémentaire, l'instituteur n'a plus maintenant la latitude de corriger certaines choses. Il n'y a plus la ferrure, il n'y a plus certains maintenant peut-être réprimandes même pour critiquer l'enfant certains propos. Vous voyez que c'est osé, même c'est trop risqué. Donc, l'enseignant, c'est limite. Comme on le dit, en ce qui me concerne, je viens, je donne mon cours et je m'en vais. Parce que si tu tentes ou bien si tu essaies maintenant de pouvoir corriger, beaucoup de choses, à la limite, sincèrement, qui peuvent maintenant froisser ou bien en tout cas qui peuvent atteindre à votre dignité, pourraient maintenant être le plateau qu'on pourrait vous servir. Ce qui fait que pratiquement chacun a essayé de se retirer de cette responsabilité qui lui incombe. Le parent, il y a une fuite de responsabilité, ce que j'ai appelé maintenant la défaillance de l'autorité parentale. Les parents ne disent plus. On a laissé l'enfant avec l'écran. On a laissé l'enfant avec la rue. Le père quitte très tôt le matin, il revient tard le soir. Il vient à la maison, donc peut-être le luxe a fait qu'il va chercher maintenant un écran ou bien en tout cas une connexion. L'enfant est abandonné, entre guillemets. Le parent n'a plus le temps de suivre son enfant. Donc ce qui fait que cet enfant-là que l'école reçoit, c'est un enfant qui est un enfant brut. Rien n'a été installé entre ses mains. Il vient à l'école encore avec les lois de l'enfant, avec la façon dont le système fonctionne présentement. Donc comme je l'ai dit par rapport à l'entrée par les programmes, l'éducation civique, c'est des matières entre guillemets traitées de parents pauvres. Il n'y a pas d'enseignement religieux, il n'y a pas maintenant de rigueur sur ces aspects civiques et donc et moraux, ce qui fait que l'enfant naturellement sera un entonnoir dans lequel on ne fera que verser du savoir. Or, l'école, la mission régalienne de l'école, c'est les 3 pôles. C'est le savoir, c'est le savoir-faire et le savoir-être. Mais la dimension du savoir-être est plus ou moins maintenant reléguée au second plan. Ce qui fait que pratiquement, l'enseignant ne peut plus à lui seul prendre ces 2 responsabilités. C'est-à-dire jouer le rôle du parent et jouer le rôle maintenant de l'enseignant. Ce qui fait que l'enfant, à la limite, il est dans une situation un peu d'écartèlement qui ne lui est pas favorable. Bien sûr, docteur. Et là, donc, moi aussi, je vous raconte une anecdote parce que j'avais un élève. Il me dit, monsieur, vous savez, vous êtes en train d'éduquer les enfants alors que vous deviez éduquer les parents. Ça m'a choqué. Mais après recul, je me suis dit que c'est vrai. Parce que, mais parmi aussi les parents, il y a des parents qui sont trop responsables, très responsables. Mais aussi, après avoir éduqué leurs enfants, une fois dans la rue ou bien une fois dans l'école, il y a ce qu'on appelle l'effet de masse. Ça aussi, ça joue. Et malheureusement, on ne tient pas en compte de cet aspect-là, l'effet de masse. Parce que l'école aussi, parfois, il y a des gens qui viennent avec des valeurs dans leur maison. Les parents éduquent bien dans leur maison, mais une fois dans la société, et la société les pervertit. Ça aussi, c'est un aspect, docteur. Effectivement. Donc, comme vous l'avez dit, c'est la société qui doit aider l'école à réussir sa mission. Parce que, comme je l'ai dit, l'école, c'est la miniature de la société. Effectivement.
Et malheureusement, comme vous venez de le dire, si les parents ou bien le parent prend la peine d'éduquer correctement ses enfants et installer une notion de base au niveau de l'éducation, au niveau de l'enfant, dans son foyer, une fois qu'il est dehors, quand la société ne l'aide pas, son travail est presque voué à l'échec. Ouais, Et c'est ce qui se passe. C'est ça. Moi, je peux bien éduquer mes enfants, avoir le temps de mettre beaucoup de sacrifices pour pouvoir les modeler, les aider, mais la rue ne m'appartient pas. Et qui doit gérer la rue? C'est du ressort de l'État. Malheureusement, l'enfant est bien habillé, l'enfant est correct, mais il sort dehors, il est agressé par une indiscipline qui ne pourrait pas lui se le prendre en charge. Donc, il sera obligé de se plier. Donc, l'enfant éduqué à la maison, il vient à l'école, il y a l'effet de masse, comme vous dites, il y a des enfants indisciplinés qui n'ont pas cette chance-là d'éducation à l'école, à la maison, et voilà, ils seront maintenant influents, ils vont emporter la masse. Bien sûr. Donc, ce qui fait que pour pouvoir aider les parents à aider donc les enseignants, ou bien aider les enseignants à aider les parents, ou bien aider l'école à aider la société, il faut que impérativement ça soit maintenant une approche inclusive, que tout un chacun dit que ici, quand je ne joue pas mon rôle, c'est une chaîne qui fonctionne. Quand un maillon ne fonctionne pas, la chaîne risque maintenant de coincer. Effectivement. Donc, selon vous, si on prend en compte l'école sénégalaise, le système éducatif sénégalais, il y a des acquis, franchement. Mais aussi, si on devait améliorer, j'aimerais d'abord revenir sur les acquis et ensuite les choses à améliorer selon vous. Voilà, les choses à améliorer, comme je l'ai dit, il faut revenir sur les contenus enseignement-apprentissage. Il faut actualiser les programmes. Donc ça, c'est l'approche curriculaire, l'approche par les compétences. Il faut davantage actualiser les programmes, revoir profondément les programmes. Et d'ailleurs, je pense qu'il y a de cela une semaine, il y a un lycée de la place qui est allé en grève pour demander une révision des programmes. Donc c'est pour dire que c'est un défi qui nous lance. C'est comme si les enfants sont en avance par rapport au système. C'est comme si les enfants sont en avance sur les décideurs. Donc si les enfants vont jusqu'à nous demander, il est temps de revoir le programme, c'est qu'il y a lieu de nous revoir, nous, en tant qu'adultes. Donc au-delà de cela, il faudrait quand même systématiser ce que j'appellerais maintenant l'éducation religieuse. La personne, c'est deux entités. C'est le temporel et le spirituel. Et je sais que le temporel, la base d'appui du temporel, c'est sur le spirituel. Une personne qui n'a pas de conviction, d'obédience religieuse ne pourra pas être un bon citoyen. Et voilà ce qui nous manque. C'est comme l'État est en train tout simplement de faire un peu de vernis. Mais réellement, les remarques profondes qu'il doit apporter à ce niveau n'ont pas été faites. Donc là, maintenant, il faut qu'il y ait des réformes profondes sur maintenant la foi. Que l'enseignement, nous tous sommes soit des chrétiens ou bien des musulmans. Donc, personne n'interdit à qui que ce soit. C'est ça, c'est fondamental. Qu'on amène à l'école l'éducation religieuse. Et dans le document, lorsque j'ai eu la réaction d'un des autorités de l'ONG Jamra, ils ont eu à faire des tractations dans ce sens. Et lorsqu'ils ont rencontré maintenant donc les autorités ecclésiastiques, ils ont dit qu'il faudra essayer de systématiser l'éducation religieuse. Et eux, ils n'avaient pas compris. Ils ont posé la question, quelle est la différence entre l'éducation religieuse et l'enseignement religieux? Il a dit que dans le système actuel, on ne fait que de l'enseignement religieux. Mais l'éducation religieuse, ça modifie l'homme en fonction des préceptes religieux par rapport à ses convictions. Le musulman doit adopter un certain nombre de comportements que lui dicte sa religion. La façon de paraître en public, la façon de parler, la façon de gérer les biens publics. Donc tout cela, c'est des pratiques comportementales qui poussent le religieux, qui se dit musulman, à se comporter d'une certaine façon. C'est la même chose aussi que chez le chrétien. Donc, il y a même par rapport à ce que s'appelle maintenant les catéchistes, ils prennent la peine dès le bas âge de modeler l'enfant sur de bonnes valeurs. Donc, si l'État travaille dans ce sens, je pense qu'on verra ça avec l'écho d'image qui va nous permettre d'avancer un peu dans l'évolution du débat. Après avoir vu donc l'état des lieux, les causes, je l'ai dit, c'est l'État, c'est les parents, mais c'est aussi donc l'enseignant lui-même. Donc, ces causes-là, comme je l'ai dit, le phénomène, chacun de ces trois entités a sa part de responsabilité. Moi, je suis enseignant. Je vis dans un lycée. J'ai vécu maintenant dans d'autres sphères maintenant qui ne sont pas le lycée. Et j'ai vu aussi le comportement de certains enseignants. Si on jette une pierre dans l'univers des élèves aussi, mais il faut aussi se taper cette pierre-là. Nous, les enseignants, si on ose le dire, parfois, nous ne faisons pas l'affaire. Parfois, nous ne faisons pas le poids. L'enseignant est démystifié. Par qui? Par lui-même. Par qui? Mais aussi par la société. Mais le problème, la première responsabilité lui incombe. Parce qu'un enseignant, comme je l'ai dit, ça doit être un modèle. On doit enseigner par son comportement, on doit enseigner par sa façon de vivre, mais on doit aussi enseigner par des valeurs. Malheureusement, c'est là, nous, ce qui nous intéresse le plus, c'est peut-être la fin du mois,
on encaisse notre salaire et on en va. C'est qu'est-ce qui nous lie? On a maintenant le pacte du quantum horaire. Je fais de sorte que dans mon emploi du temps, j'ai 2 heures en terminale ou bien j'ai 3 heures maintenant, donc dans la semaine avec telle ou telle matière, j'essaie maintenant de gérer ça et puis c'est fini. Les enfants, s'ils sont bien rasés, c'est pas mon problème. Les enfants, s'ils sont parfois maintenant bien habillés, c'est pas mon problème. Et là maintenant, ça cause problème. L'enfant ne verra plus en nous le modèle à partir duquel il pourrait s'inspirer. Ce qui fait que pratiquement, M. Dien, vous avez vu nos élèves, c'est des rappeurs, nos élèves, c'est des footballeurs, nos élèves, c'est des mannequins, nos élèves, c'est d'autres références qu'ils ont essayé de prendre. Mais tu ne verras jamais parmi nos élèves certains qui essaieraient de prendre comme idole leur professeur. Donc, rares sont les élèves qui le font. On le voit le dégrader, ça c'est des artistes, ça maintenant des footballeurs. Pourquoi? C'est parce que l'éducateur qui est responsable de son devenir ne fait plus du poids. A démissionné. Voilà. Bien sûr, docteur. Donc, il y a des éducateurs qui ont démissionné. Et je pense que donc la prédiction de la Grande Royale dans l'aventure ambiguë qui disait l'école où nous envoyons nos enfants va tuer en eux ce que nous conservons avec soin et à juste titre. Et c'est quoi? C'est la dignité. C'est quoi? C'est la responsabilité. Donc, je pense que si on doit revoir vraiment le système, moi, je pense que, est-ce que aussi les administrateurs des écoles, le proviseur, censeur, le principal et le directeur d'école, est-ce qu'ils sont aussi bien préparés, bien formés pour être vraiment des directeurs? Je ne parle pas pour seulement l'éducation et autres, mais pour la ressource humaine. Effectivement, comme vous l'avez dit, il faut travailler sur le management, voilà, leadership et le management. Très bien. Donc, gérer, ce n'est pas facile. Oui. Et la gestion, c'est des compétences. Ce n'est pas un niveau académique, ce n'est pas parce qu'un niveau d'ancienneté, mais c'est des compétences. Il y a des jeunes enseignants ou bien des jeunes adjoints qui ont la posture, ou bien en tout cas, comment dirais-je, la personnalité de mieux gérer que peut-être des gens qui sont plus âgés qu'eux. Donc, ce que je l'ai dit tout à l'heure, si l'État veut changer, il faut qu'il change la donne, la façon d'attribuer les postes de responsables. Il a commencé. On parle maintenant d'appel à candidature. Donc, il faudrait que l'enseignant, ou bien en tout cas celui qui aspire à gérer, présente un certain, en tout cas, donc, niveau de qualité, un certain niveau de compétence pour pouvoir au moins briguer telle ou telle chose. Ça, c'est fondamental. La gestion, et comme je l'ai dit, M. Dien, vous savez que pour avoir une bonne famille, il faut avoir maintenant un bon père de famille. Bien sûr. Donc, pour avoir aussi une bonne école, il faut avoir maintenant de bons responsables et de bons directeurs ou bien de bons chefs d'établissement. Et pour revenir un peu rebondir sur la citation que vous avez donnée tout à l'heure par rapport à la Grande Royale dans l'aventure ambiguë, parce que nous partageons sur le plateau maintenant 2 littéraires. Donc voilà, donc la Grande Royale, qu'est-ce qu'elle voulait mettre en valeur? Ce n'est pas le savoir en tant que tel, le savoir occidental importé, mais c'était les valeurs cardinales africaine, traditionnelle, parce que nous sommes dans le Poulaga. La société Peul, nous sommes dans la société Peul avec le vieux Tcherno. Vous avez vu que les valeurs sur lesquelles cette Grande Royale essaie de tirer sur la sonnette d'alarme qui était sur le point de s'effriter, c'était la richesse donc, de la culture musulmane. Donc le vieux Tcherno, vous avez vu comment il s'acharnait sur le petit Samba, le talibé Samba, pour l'amener quand même à être un modèle après. Parce que, comme je l'ai dit, la religion musulmane, de même que la religion chrétienne, il mise d'abord sur l'homme avant de passer maintenant à la connaissance. Donc voilà ce que la Grande Royale disait. Donc l'aventure ambiguë de Charles Doukan a raison sur nous. Oui, on a envoyé l'élève dans une école nouvelle sans pour autant prendre les dispositions de pouvoir préparer qu'il puisse y aller ou bien qu'il puisse y rester avec nos valeurs. Oui. Malheureusement. Bien sûr, parce que les contenus dont vous parliez tout à l'heure, si vous regardez bien, on nous enseigne l'histoire d'autres peuples. Mais malheureusement, notre histoire, notre propre histoire, un jour j'ai demandé à mes élèves, savez-vous qui était Djeri Djorndella? Mais ils ne connaissaient pas. Pendant ce temps, ils peuvent vous citer d'autres héros. Donc, pour les contenus, vous, qu'est-ce que vous proposez réellement? Je l'ai dit, M. Dien, il ne faut pas aller par les 4 chemins, il faut les reformer, adapter nos contenus à nos réalités. Bien sûr. Mais ça ne veut pas dire aussi ne pas s'ouvrir au monde. Effectivement. Donc, il faudra, parce que nous, on nous a imposé le programme. Quand tu vois maintenant, nous, en tant que littéraires, le programme en français, on voit le 16e siècle, le 17e siècle, le 18e siècle, le 19e siècle, on a un catalogue de courants littéraires pour terminer par le 20e siècle.
en littérature africaine, qu'est-ce qu'on voit? La négritude et l'évolution du roman négro-africain. Et pourtant, cependant, il y a maintenant des faits qui peuvent être objets de littérature et maintenant de contenu enseignement-apprentissage qui pourraient intéresser et quand même travailler de manière efficiente sur maintenant le comportement et la fabrique des valeurs chez nos apprenants. Comme vous l'avez dit, quand on parle maintenant de Victor Hugo, les enfants de ces citations, Benjamin Bamba, même j'ai fait parfois donc, cette petite transition dans ma classe, je dis maintenant, qui va me dire donc, quels sont les fondements peut-être du mouridisme? Ce n'est pas pour citer un tariqa de manière... C'est tout simplement un exemple. Mais le milieu où je suis, c'est un milieu qui est purement coloré de mourides. Mais tu vois que les élèves sont même... n'ont pas outillés même pour savoir même ce que c'est que le mouridisme. Alors que quand tu leur donnes une dissertation sur Victor Hugo, bien sûr le romantisme, tu vas voir maintenant des citations à n'en plus finir. Mais ces citations-là vont impacter de manière plus ou moins inefficace sur le vécu des enfants. Donc, comme vous l'avez dit, il faut avoir le courage de prendre cette politique sur la réforme des contenus, sur maintenant l'actualisation, mais aussi sur un ancrage de nos valeurs. Et comme je l'ai dit, on a des valeurs qui sont compétitives. Si nous les réactualisons, nous verrons ça avec les codes, ça pourra faire l'affaire et retravailler le Sénégalais. Parce que c'est des codes qui sont toujours, c'est des valeurs qui sont toujours actuelles. Le ngor, le djom, le mougne, le foula, le faïda, ça c'est des choses qui ne vont jamais, sur cette terre, être maintenant des valeurs périmées ou bien déclassées. Le ngor, une personne qui a de ce ngor-là, ou bien ce ngor-là, une personne maintenant qui a le foula et le faïda, il est toujours compétitif. Donc, si nous sommes là, c'est parce qu'on a une certaine volonté, cet engagement de pouvoir peut-être quitter le bas pour aller vers le haut. Bien sûr. Et donc, c'est ça qui était les valeurs. Et l'enfant même, quand il a ce job, comme on le dit, donc cette retenue, il y a certains actes qu'il ne va jamais poser. Bien sûr, docteur. Donc, vous êtes toujours dans votre émission Plume de Pan. Et aujourd'hui, nous avons l'immense plaisir vraiment de recevoir docteur Habibou Samb, vraiment, qui maîtrise son domaine. Et là, docteur, ça me rappelle un peu cette anecdote-là de Serigne Cheikh Ahmed Tidiane Sy encore, parce que c'est un grand philosophe. Parce qu'il a dit un jour, les gens parlaient de la conférence de Yalta avec ses amis et chacun choisissait son héros. Pour certains, c'était De Gaulle, pour d'autres, c'était Tchétchil et autres. Il y avait un Sénégalais qui ne connaissait rien de la situation. Il surgit de nulle part et il dit, vous avez oublié quelqu'un. Et à la question, c'était qui? Il a dit Doudou Bakassar. Et tout le monde a ri, mais c'était pour montrer un peu que lui, son héros, c'était Doudou Bakassar. Il a parfaitement raison. Il a parfaitement raison. Donc nous devons revoir vraiment ces contenus-là et revoir vraiment... je pense que le gouvernement, comme je l'ai dit, est en train de travailler sur ça. Parce que quand on parle de retour ou bien d'ancrage dans nos valeurs, je pense que c'est le moment. C'est le moment. Parce que j'ai tantôt dit que lors de la cérémonie du concours général, c'était ça. Et j'ai dit dans le discours qu'il faut revoir les valeurs intrinsèques qui fondaient notre société. Et j'ai rappelé un peu l'image de Khali Amar Fall qui a fondé l'université de Pire. Mais aussi et surtout l'image de Mame Hadi Touré, qui est un scientifique au sens large du terme. Donc, selon vous, est-ce qu'il y a des modèles de référence sénégalaises? C'est-à-dire que est-ce qu'on doit vraiment s'ouvrir pour trouver d'autres références? Oui, comme vous l'avez dit, M. Dien, je pense que c'est un problème de courage. Il faut le dire. Effectivement. Avoir des références, ça, ce n'est plus une question, ce n'est plus une question d'actualité. Le Sénégal est plein d'hommes valeureux. Bien sûr. Sur tous les domaines. Sur le plan religieux, sur le plan culturel, sur le plan intellectuel. Nous, on n'envie absolument en rien aux autres nations. Ce qui reste, c'est de valoriser. Moi, le foula bobo avec le faïda, on valorise ce qu'on a, on le met en exergue et on puisse enseigner ça à nos enfants. Ils pourront être maintenant des Sénégalais de l'avenir qui pourront maintenant essayer de pouvoir s'imposer. Mais si nous laissons ce que nous avons, alors que ce que nous avons, mais voyez par exemple l'exemple maintenant de nos guides, les gens viennent de partout. Ce mouvement-là qui se fait au niveau du Sénégal n'existe nulle part dans la sous-région, encore même dans l'Afrique. Il n'y a maintenant aucune cérémonie, peut-être religieuse ou bien culturelle, qui va déplacer des centaines de millions de Sénégalais vers une autre nation. Mais vous voyez ce qui se passe au niveau maintenant. Donc pour dire qu'au Sénégal, c'est un creuset de savoir, c'est un creuset de culture, c'est un creuset de valeurs. Ce qui reste,
c'est le courage et la volonté politique de pouvoir maintenant essayer d'exhumer toutes ces valeurs-là, les pouvoir supposer, essayer de les actualiser et les mettre dans les contenus enseignement, apprentissage. Effectivement. Et donc, ce qui va me permettre de rebondir sur maintenant donc, la quintessence même, ou bien la cheville ouverte du projet, parce que, quand je l'ai dit, quand on se limite, on va dire que voilà, ils vont dire peut-être ils ont dit ce que les autres ont dit, mais la particularité et la singularité du projet tournerait autour de ce que j'ai appelé maintenant les codimas. Donc, c'est les codes de discipline militarisés appliqués au système. Ou bien les COCOSIAS, c'est les codes de discipline, donc des codes de conduite citoyenne appliqués au système. Mais qui va aussi aller de pair avec ce qu'on appelle les codes de conduite professionnelle militarisés. Bien sûr. Donc, M. Dien, si vous allez revenir amplement sur ça. Si vous me le permettez. Oui, je vous le permets. Donc, je vais revenir amplement sur cette innovation. Donc, après l'état des lieux et les causes que nous avons, qui ne manqueront pas d'avoir des inconvénients que j'ai cités dans le projet, aussi bien à court terme qu'à long terme. Nous avons vu que le pays est devenu presque invivable. Chacun se permet de dire ce qu'il veut, comme il le veut, quand il le veut. Donc, voilà, tout le monde a mal. On est allé même jusqu'à trouver nos chefs religieux sur leur natte, isolés là-bas pour pouvoir maintenant les amener à la place publique. Ce qui fait qu'à la limite, finalement, il n'y aura plus de retenue. Donc, ça, c'est les inconvénients. Vous avez vu que présentement, au niveau des inconvénients, au niveau de la société, au niveau du pays, c'est devenu, pour un simple moment d'humeur, on casse des bus. Pour un simple moment d'humeur, on brûle maintenant telle ou telle chose. À ce rythme-là, on va aller où? Donc, c'est pour dire que, de manière résumée, les inconvénients qui découlent de cette situation-là ne manquent pas et sont là. Mais la deuxième partie du projet est intitulée « Vers une pacification conséquente de l'espace scolaire, professionnel et académique ». Qu'est-ce que je veux dire par là? Le problème de l'éducation, comme l'avait dit Rousseau, c'est la culture qui permet à la plante de croître, mais c'est aussi l'éducation qui permettrait à l'homme de croître. Donc, qu'est-ce que j'ai proposé à la nation sénégalaise? J'ai parlé de codimas. Nous sommes dans la politique de la décentralisation. L'éducation n'est plus, ou bien ne doit plus être l'affaire seulement des enseignants créés en mai. Le monde est ouvert, les frontières sont ouvertes. Il faudrait quand même que toutes les sensibilités sociales puissent venir concourir, apporter le soutien maintenant à la dimension de la fabrique disciplinaire. Donc, je dis, au niveau des conseils communaux, le maire avec toutes les sensibilités sociales, le religieux sera de la partie, le coutumier sera de la partie, les académiciens seront de la partie, les partenaires à l'école seront de la partie, les syndicats, les mouvements de jeunesse, tous les mouvements associatifs seront maintenant de la partie et les gens vont s'asseoir autour de la table et se regarder les yeux dans les yeux pour essayer de diagnostiquer le problème et se poser une question de dire maintenant il faut qu'on s'arrête et qu'on ouvre une nouvelle page pour la fabrique d'un nouveau type de Sénégalais. Comment? Donc ces différentes entités-là, chacun va apporter sa contribution. Pour donner, comme vous le dites par rapport à votre guide religieux, vous avez vu qu'au niveau des Moustachidines, il y a sincèrement tout un plateau de stratégies et de pratiques qui permettent de forger l'homme. Donc le comportement des Moustachidines est un peu différent du comportement de l'autre. Vous voyez aussi chez les Mourites, le prototype du Mourite. Donc vous avez vu que dès que vous le voyez, il y a un certain accoutrement maintenant qui te permet de dire que ça, il est Mourite. Donc ça, c'est des valeurs. Dans le religieux aussi, le coutumier aussi, c'est la même chose. Donc tous ces gens-là vont s'asseoir autour de la table et essayer de concocter, mettre en place des codes. Mais qui va être piloté par ce que j'appelle maintenant une commission scientifique. Parce qu'il faut choisir des personnes averties qui vont réfléchir, concocter des codes et présenter ça à la population. La population maintenant, par des conseils et des CDD, vont essayer d'adopter ces codes-là. Une fois que les codes sont adoptés, on va aller maintenant vers ce qu'on appelle maintenant la sensibilisation. Parce qu'il faudrait que la masse, la population adhère à ces codes. Que les gens soient sensibilisés, que ça soit maintenant une affaire maintenant de tapage médiatique, que toute la société, toutes les couches sociales soient informées de ce qui se prépare et de ce qui se trame pour le changement du visage du Sénégal. Les codes sont faits. Maintenant, pendant les vacances, on regroupe les jeunes. J'ai essayé de faire ça de manière procédurale. J'ai ciblé une catégorie à l'école élémentaire, une catégorie au CM et une catégorie maintenant d'élèves au secondaire. Mais aussi tout en
ne pas laisser en rade le Dara. Parce que naturellement, on voyait qu'on a deux vitesses concurrentes. Le Dara d'un côté, la façon d'éduquer, l'école française d'un côté, la façon d'éduquer, alors que c'est tous des Sénégalais. J'ai dit que quand le religieux sera autour de la table, il pourra apporter sa contribution à la tous. Donc ça ne sera plus l'affaire des académiciens ou bien l'affaire maintenant du système français, mais ça sera l'affaire des Sénégalais. Le coutumier aussi va apporter sa touche, parce que quand vous entrez maintenant dans les sociétés traditionnelles, en l'occurrence par exemple la société sérère que je connais très bien, il y a ce qu'on appelait la case de l'homme. On l'appelle en sérère doute. Et dans le doute, il y a toute une synergie de pratiques qui façonne l'homme. Et dès qu'il sort de cette case de l'homme, il devient quelqu'un qui est opérationnel, si on peut l'appeler comme ça. Prêt à être discret, prêt à se sacrifier, mais prêt aussi pour le don de soi. Prêt aussi à respecter certaines règles religieuses dans la vie sociale. Donc quand ces gens-là seront réunis, ils pourront concocter des codes qui vont être adoptés par la communauté. Et après, l'expertise militaire, c'est là où maintenant le mot, les armées donnent l'exemple, va venir. L'expertise militaire, on va lui dire, faites-nous des civils à attitude militarisée. Parce que le militaire, un code militarisé et un code militaire, moi j'ai vu dans le document et je l'ai expliqué, pour moi il y a une différence. Le militaire ou bien le code militaire, c'est là maintenant, c'est dans purement le commandement. Où maintenant on agit par désordre et maintenant il n'y a pas à pouvoir s'imposer dans cette situation. Il y a le chef qui a toujours raison, etc. Donc je n'ai pas dit ça, j'ai dit maintenant, ce que j'entends là-bas par militarisé, c'est tout simplement cette harmonie, cet art. Donc cet homme façonné que le militaire fait, et comme il a dit, tu entres comme un lion, tu sors comme un mouton, non pas pour respecter des ordres, mais dans le comportement, dans le pragmatisme, dans le respect de ce que nous vivons ensemble. Et pendant les vacances, j'ai parlé maintenant de camps de formation. Donc les camps de formation et de recyclage. Pour l'élémentaire, j'ai ciblé les élèves de CM1 qui sont en projet pour le CM2. Et en même temps aussi dans le Dara et aussi dans le monde des métiers, les enfants qui auront le même âge. Donc au cours de l'année, il y aura maintenant des recrutements qui vont être faits. Et maintenant qui permettraient d'avoir la carte médicale, la préparation sur le plan maintenant administratif pour voir quels sont les élèves qui doivent entrer dans les camps. Pendant cet âge qu'on appelle la phase initiale. Pendant les vacances, au niveau des CM qui pourront maintenant abriter ces jeunes-là, on pourra maintenant procéder à l'initiation de ce jeune Sénégalais dès le bas âge dans son comportement, par rapport à lui, par rapport à la société, mais aussi par rapport à l'école. Donc, vous verrez que pendant une semaine, 2 semaines, ça dépendra maintenant du format que l'expertise armée va nous proposer. Vous verrez que les enfants, quand ils sortiront de ces camps, ils pourront servir de modèle dans la sphère scolaire au niveau de l'élémentaire. Les élèves de CM2, quand ils reviendront, comment gérer l'eau, comment gérer l'espace, la montée des couleurs, les rapports, la gestion de la propriété, ils vont influencer les jeunes frères. Et ces jeunes-là seront pressés d'entrer dans les camps. Et comme je l'ai dit aussi, dans l'entrée dans les camps, il y a des phases, il y a l'entrée et il y a la sortie. Quand les enfants vont entrer dans les camps, ça sera une affaire médiatisée. Mais aussi, il y aura maintenant des conseils qu'on va leur donner. Au retour des camps aussi, il y a une cérémonie officielle qui permettrait maintenant à ces jeunes de faire la visite ou bien de rencontrer l'imam, de rencontrer maintenant le maire, de rencontrer les sommités, mais aussi les autorités qui, naturellement dans la société traditionnelle, avaient droit au respect. Ces enfants-là, donc, ils pourront vivre et ils seront maintenant des enfants qui vont s'auto-censurer. Parce que quand ils ont fait 2 mois, pour moi, 3 semaines, 4 semaines ensemble, dans un milieu fermé, où ils subissent les mêmes souffrances, entre guillemets, les mêmes pratiques, vous verrez que quand ils sortiront de ces cas, il y aura la complicité entre eux. Et cela va continuer. Au CM, quand l'élève arrive en 5e, il va faire ce qu'on appelle la première séance de recyclage. Il part en classe de 3e, il réussit au DFM, il doit aller au lycée. On va passer à la 2e séance de recyclage. Et maintenant, au secondaire, quand l'enfant réussit au bac, ça devient obligatoire. Donc ce qui fait que l'enfant aura subi une phase d'initiation à l'école élémentaire, une phase de recyclage au moyen, au secondaire, ce qui va lui permettre d'avoir 3-4 séances de formation, de fréquentation de ces camps de recyclage et de formation. Ce qui fait que l'université va recevoir des gens qui sont prêts à porter le développement du pays. Mais autre chose, M. Dien, vous avez vu qu'il y a une certaine haine que nous nourrissons entre l'uniforme et le civil. Au Sénégal, dès qu'on voit un homme de tenue, il y a certaines pulsions qui nous animent. L'homme de tenue nous dit, tu n'as rien compris, et nous aussi, nous voulons toujours lui montrer qu'on a compris. Cette haine-là, entre guillemets, si nos enfants fréquentent les camps de formation avec les jeunes militaires qui vont être choisis
pour pouvoir gérer ces camps de formation, vous verrez qu'il y aura maintenant une complicité qui va naître. Parce que ça va nous permettre de comprendre les militaires, mais aussi ça va permettre aussi aux militaires de cohabiter avec les civils. Et maintenant, les fronts là à l'université pourront disparaître. Bien sûr. Donc, pourront disparaître. Donc voilà en quelque sorte le fond de... Et j'ai allé même au-delà de ça pour parler maintenant le choix de ce que je vais appeler maintenant l'homme, le citoyen de l'année. J'ai parlé maintenant le citoyen modèle, voilà le mot. J'ai parlé maintenant donc des registres de censure par rapport maintenant à certains manquements que telle ou telle personne pourrait connaître et qui va frapper la conscience de tous les Sénégalais et qui mériterait quand même donc un recyclage. D'accord. Voilà, merci beaucoup, docteur. Je pense que pour une heure de temps, ce n'est pas suffisant. Parce que le thème est tellement intéressant. Mais je pense que les autorités ont bien suivi. Ça, c'est un projet de société. Et pour terminer, monsieur le docteur, je pense que tout ce que tu as dit revient à une chose. Ce que nos deux philosophes wolof disaient, Serigne Mbaye Diakhaté, qui est un mouride, qui dit « Am kilifaay li am solo, soko amé am nga solo, soko amul amo solo, ku wéeruwul yomb ba max ». Et Serigne Babacar Sy qui a dit « Soy wéeru da ngay seeti borom gannaaw dayoya ». Donc il faut avoir une référence, il faut avoir aussi un modèle et vous avez proposé le modèle des militaires. Docteur, si vous aviez un dernier mot à dire, ça serait lequel? Voilà, pour remercier d'abord l'ensemble du personnel de la radio, à commencer par le chef, mais aussi vous remercier particulièrement, mais aussi remercier aussi tous les collègues qui ont contribué et qui ne cessent de contribuer maintenant à nous encourager. Oui, mais d'autres choses aussi, tendre la perche et à genoux solliciter à ce que les autorités qui ont sincèrement la responsabilité de cette gestion disciplinaire au niveau du pays puissent nous ouvrir leurs portes. J'ai tenté, je suis en train de tenter, mais jusqu'à présent, je n'ai pas encore le retour favorable. Mais n'empêche que je vais continuer, parce que ce que j'ai entre mes mains, ce n'est pas pour ma famille, c'est pour tout le peuple sénégalais. Et quand le peuple sénégalais sera discipliné, je pense que ça sera l'affaire pour tout le monde et ça sera bon vivre au niveau de ce pays. Et le pétrole qu'on est en train peut-être de parler sous peu de temps, si nous sommes riches et que nous sommes dans cette violence qui manifeste due à l'indiscipline, vous verrez que ça ne servirait à rien. Donc il faut avoir peur du Richard qui est indiscipliné. Et donc que Dieu nous aide et nous aide sincèrement à nous faire entendre. Et quand même, j'invite tout le monde à un partage de cette innovation qui d'ailleurs n'a pas fait le tour d'horizon, parce que la dimension, la prise en charge, la mise en œuvre, tout ça, je l'ai expliqué dedans. Peut-être d'autres émissions vont nous permettre de revenir là-dessus et éclairer les Sénégalais sur les aspects qui n'ont pas été abordés. Merci beaucoup, docteur. Donc, vraiment, chers téléspectateurs, nous sommes au terme de l'émission. C'est avec ces modestes mots, du reste très impuissants par rapport à la dimension de nos intentions, que nous vous donnons rendez-vous pour un autre numéro. Je vous remercie.